Pour cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Francis Dupuis-Déry, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier livre, L'armée canadienne n'est pas l'armée du salut, publié aux éditions Luxe. Votre livre est la réunion de plusieurs interventions que vous avez faites sur le thème de la guerre en Afghanistan dans les journaux et dans des revues. Est-ce que ce sont les mêmes arguments qui reviennent depuis le début pour justifier cette guerre ou est-ce qu'il y a eu une transformation importante dans les arguments? En fait, il y a une évolution au fil du temps, même si des fois, évidemment, il y a des périodes de chevauchement où il y a des arguments qui se répètent. Mais au fil du temps, on a vu en fait une transformation quand même de l'argument. Et donc, évidemment, là, il faut tout le temps le rappeler, mais la guerre en Afghanistan commence le 7 octobre 2001. C'est directement lié à l'attaque du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Et donc, dans les documents même internes du gouvernement américain, ça prend à peu près 48 heures à la Maison-Blanche pour décider que la riposte militaire à l'attaque du 11 septembre sera l'attaque contre l'Afghanistan. Donc, c'est vraiment une guerre qui est décidée Ils ont décidé cette guerre plus rapidement qu'on décide de partir en voyage pour l'été en Europe ou dans l'Ouest canadien. Et donc, ça ne prend même pas un mois avant qu'en fait les troupes occidentales commencent à attaquer l'Afghanistan. Et à ce moment-là, le Canada est tout de suite en fait impliqué dans l'alliance militaire constituée par les Américains pour attaquer l'Afghanistan. Donc, on est tout de suite dans la guerre américaine contre l'Afghanistan. Et à ce moment-là, évidemment, le discours principal, c'est il faut en fait mettre à mort Al-Qaïda, Ben Laden et les talibans qui les ont accueillis, qui les ont hébergés et qui n'ont pas voulu rendre à l'Occident, en fait, capturer et rendre à l'Occident Ben Laden pour qu'il soit poursuivi en justice. Même si dans la réalité, en fait, il y a eu des tractations et les talibans auraient été prêts, là, après le 11 septembre, à capturer et rendre Ben Laden, mais pour qu'il soit jugé par un tierce parti, pas directement par les États-Unis. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. De toute façon, les Américains, les autorités américaines voulaient en finir avec Al-Qaïda et donner une leçon aux talibans et montrer aussi à sa population, après le choc du 11 septembre, qu'ils étaient encore la première puissance mondiale. Donc ça, c'est le premier discours. C'est le discours de la guerre au terrorisme, cette guerre éternelle, cette guerre ingagnable, mais cette guerre, en fait, qui est donc directement liée à l'attaque aérienne du 11 septembre. Et puis, très rapidement, en fait, il va y avoir des strates de discours de justification, parce qu'à la guerre contre le terrorisme, on va ajouter l'émancipation des femmes afghanes. Donc là, ce sera par exemple l'épouse du président Bush qui va elle-même faire des déclarations publiques à ce sujet à l'ONU ou dans les médias. Il va y avoir évidemment la construction des écoles. Il va y avoir évidemment l'importation et l'établissement de la démocratie. Donc, il y a vraiment un élargissement, disons, dans le discours sur la guerre en Afghanistan. Et puis, du côté du Canada, il va y avoir différentes pointes de discours qui vont émerger selon certains contextes. Donc, par exemple, des politiciens canadiens, à certains moments, vont dire le Canada est en guerre pour venger les Canadiens morts le 11 septembre. Je pense qu'il y a 55 Canadiens qui étaient morts la journée du 11 septembre, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des politiciens qui ont déjà dit on est en guerre pour les venger eux spécifiquement. Donc, c'est vraiment une espèce de patriotisme revanchard. Des fois même, on va dire qu'on n'est pas en guerre. C'est ce que des ministres conservateurs ont déjà dit. C'est une mission humanitaire, c'est une mission de maintien de la paix. C'est pas réellement une guerre. Il y a déjà eu des ministres qui ont donné des conférences où ils se réjouissaient, par exemple, de l'installation de guichets automatiques à Kandahar, ce qui permettait en fait de faciliter le commerce, des choses comme ça. Donc, il y a différents types d'arguments pour dire que c'est bien que l'armée canadienne soit là. Un curé à Longueuil, par exemple, quand il y a eu un soldat de sa paroisse qui est décédé en Afghanistan dans le conflit, a dit qu'il portait le message du Christ, que ce soldat portait le message du Christ en Afghanistan. Donc, on arrive même dans la vieille rhétorique médiévale. Donc, il y a vraiment toute une palette d'arguments pour nous convaincre que c'est une bonne idée de faire la guerre en Afghanistan. Dans les questions militaires, donc des commentateurs vont dire, vous avez beau ne pas être d'accord avec la décision de déclencher une guerre, vous devez néanmoins supporter les troupes qui sont dans l'exercice de leurs fonctions et c'est un devoir moral et civique. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Je trouve que c'est un argument fallacieux. C'était l'argument, entre autres, d'un ancien professeur de sciences politiques qui voulait être premier ministre du Canada, Stéphane Dion, de l'Université de Montréal.
ministre du gouvernement chrétien qui disait exactement ça. On peut être contre la guerre en Afghanistan, mais il faut absolument qu'on exprime un appui et un respect pour les soldats canadiens qui sont là-bas. Pour moi, c'est un argument... en fait, pour être tout à fait honnête, c'est un argument dont je ne comprends pas la logique, parce qu'il me semble que dans nos sociétés libérales, où entre autres on a la liberté d'expression, on a la liberté d'opinion, et on doit être responsable aussi de nos actes, les soldats, malgré la couleur de leur uniforme, sont quand même des citoyens canadiens. Ce n'est pas une armée de conscrits, c'est une armée de volontaires, de soldats professionnels. Et donc, ils ont fait le choix conscient et volontaire d'aller dans l'armée. Une fois qu'ils sont dans l'armée, cette armée, elle se déploie en Afghanistan. Ils ont la responsabilité morale d'assumer ce qu'ils font dans l'armée. Et ils doivent aussi accepter la responsabilité politique d'être capables d'être pris à partie dans un débat public où des concitoyens leur disent « Ce que vous êtes en train de faire en Afghanistan, c'est une erreur. Vous avez tort de le faire et vous participez donc à une entreprise, une expédition militariste, une expédition impérialiste et on vous dénonce. On ne dénonce pas simplement l'armée, puisque l'armée, c'est aussi les soldats qui la composent et on peut donc, moi je pense, de façon tout à fait légitime dans nos sociétés libérales, dénoncer les soldats qui participent en notre nom et qu'on finance d'ailleurs avec nos impôts à une expédition ou à une opération militaire qu'on considère illégitime. Et là, je ne parle même pas en fait des probablement assez nombreux comme bavures et crimes de guerre qui sont simplement couverts et dont on n'entend pas parler, mais qui commencent à sortir de façon très ponctuelle, avec des témoignages même de soldats à l'interne dans l'armée canadienne qui sont allés en Afghanistan, qui disent il y a des problèmes. En ce moment, il y a une enquête sur une unité de commando parce qu'il y a un soldat justement de cette unité qui en décembre 2010 a dit « Il y a eu crime de guerre, il y a eu des bavures dans mon unité, j'en ai été témoin. Je suis sûr qu'il va y avoir plusieurs, si des soldats parlent, il va y avoir plusieurs exemples de ce cas-là. » Donc, mais même sans parler de ces cas de bavure, si on est contre la guerre en Afghanistan, bien, il faut être aussi dans une position critique par rapport aux soldats canadiens qui la font. Les soldats canadiens qui la font, c'est des êtres humains, ils ont une responsabilité morale et politique d'assumer ce qu'ils font. Et donc, moi, je trouve qu'il est tout à fait légitime de critiquer les soldats. D'autant plus que l'armée canadienne, le gouvernement canadien et les médias pro-militaristes, ils utilisent les soldats de façon totalement intégrée à la propagande pour nous vendre l'image du soldat canadien qui est en fait toujours la même chose. C'est un bon père de famille, c'est un amoureux parfait, il aime le sport, il aime le plein air, il a le sens de l'humour, ils ont tous le sens de l'humour d'ailleurs, où en fait on nous présente en fait des soldats qui sont pas des gens qui tuent. On camoufle complètement ce que c'est qu'être un soldat en Afghanistan en ce moment dans l'armée canadienne. Et donc, c'est une raison de plus, je pense, pour dire que c'est justifié d'interpeller les soldats et d'interpeller l'armée canadienne, d'interpeller les soldats en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Nous, on est contre. » Et donc, on dénonce pas seulement l'armée canadienne, on dénonce pas seulement le gouvernement canadien, mais on dénonce aussi les individus qui sont là, qui ne sont pas juste, c'est peut-être des bons pères de famille qui ont le sens de l'humour, qui sont aimés de leurs voisins. J'en sais rien. Il y a sûrement aussi même un taliban qui a le sens de l'humour, j'imagine, mais c'est pas ça l'enjeu politique de la guerre. C'est pas de savoir qui a le plus de sens de l'humour. Dernièrement, dans une tribune libre du Devoir, vous avez signé une lettre qui fait une intervention critique de la tradition du mois de novembre, celle du coquelicot rouge qui commémore la mort des soldats qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi cette intervention critique de cette tradition? Bien, évidemment, c'était dans le cadre ou c'était dans la foulée de mes différentes interventions contre la guerre en Afghanistan, contre le militarisme au Canada. Et ça fait plusieurs années, en fait, que je réagis silencieusement, disons, à l'éclosion des coquelicots rouges tous les mois de novembre. Et même au début, en fait, l'axe de mon intervention, c'était vraiment d'interpeller, entre autres, Radio-Canada, parce que Radio-Canada, en fait, leurs journalistes des affaires publiques ont presque tous le coquelicot rouge autour de la date du 11 septembre, qui est la journée du souvenir, donc qui marque l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. J'avais même en fait écrit à la direction des informations à Radio-Canada et à l'Ombudsman pour savoir en fait pourquoi on permettait aux journalistes d'avoir le coquelicot rouge alors que dans le code de déontologie des journalistes de Radio-Canada, ils n'ont droit d'exprimer aucune opinion politique officiellement et que même en fait en 2003, alors qu'il y avait eu les grandes manifestations contre la guerre en Irak qui allait être déclenchée quelques semaines plus tard, il y avait eu des réunions du comité de déontologie à Radio-Canada où on avait expliqué aux journalistes de Radio-Canada qu'ils n'avaient pas le droit de participer à des manifestations contre la guerre.
parce que c'était contre leur code de déontologie. S'ils étaient vus dans les manifestations, ça allait entacher la neutralité de Radio-Canada. Et donc, je me disais, bon, s'ils n'ont pas le droit de participer à des manifestations contre la guerre, pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de porter les coquelicots en ondes? Et on m'a répondu qu'en fait, effectivement, le coquelicot rouge, en fait, est la seule exception au code de déontologie des journalistes de Radio-Canada, c'est-à-dire qu'ils ont même déjà été obligés de le porter. Maintenant, c'est volontaire, mais effectivement, la plupart le portent. Et donc, c'est pas simplement un souvenir ému du sacrifice consenti par des dizaines de milliers de Canadiens qui ont été dans les troupes, mais c'est dit textuellement dans les textes sur ces sites Internet et par des gens qui en sont les responsables au niveau de l'Association des vétérans, par exemple. C'est vraiment la déclaration d'un appui pour nos soldats, pour toutes les guerres menées par l'armée canadienne, dont la guerre en Afghanistan en ce moment. Et on voit bien, en fait, évidemment, depuis qu'il y a la guerre en Afghanistan, que les cérémonies du coquelicot rouge sont intégrées, en fait, à une valorisation, une justification de la guerre en Afghanistan et d'une valorisation de l'armée en Afghanistan. Et donc, mon interpellation était surtout de dire que j'imagine que c'est tout à fait normal, disons, et d'un point de vue organisationnel et institutionnel, que l'armée canadienne et que l'État canadien lui-même construisent des statues, des monuments aux morts, organisent des cérémonies le 11 septembre, invitent les familles des soldats morts s'ils ont envie d'y aller, récupèrent un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui est en chaise roulante et qui a plein de médailles pour le montrer à la population, pour montrer à quel point il y a des gens qui se sacrifient pour nous, mais que en fait les civils, donc nous, les civils qui ne sont pas des soldats, on n'est pas obligé en fait de se sentir interpellés. Et je pense qu'il est plus sain, disons, pendant cette journée-là, de réfléchir de façon critique à la guerre, pas de réfléchir de façon émue, loyale, sympathique envers ces gens, mais de se rappeler qu'en fait, la plupart des guerres que l'armée canadienne a menées ont en fait été soit des désastres humains, soit des désastres politiques, soit ils ont été simplement motivés en fait par des calculs impérialistes. Il faut se rappeler quand même l'armée canadienne a participé à la guerre des Boers, par exemple, en Afrique du Sud, qui avait évidemment rien à voir avec la défense de la démocratie ou quoi que ce soit. La Première Guerre mondiale, qui encore aujourd'hui est une des grandes énigmes du 20e siècle en termes d'intelligence humaine et de capacité à gérer les conflits. Là, on a mis des millions de personnes dans des tranchées pendant 4 ans qui se tiraient dessus. Donc, on peut bien essayer de nous faire croire que c'était pour protéger les libertés du Canada, mais ça n'avait évidemment aucun rapport, parce que le Canada n'a jamais été menacé là-dedans. La guerre de Corée, aujourd'hui la guerre en Afghanistan, il y a eu la première guerre contre l'Irak. Et donc, il faut avoir un regard critique et il ne faut pas en fait dire c'est une grande chose d'aller mourir en uniforme sur les champs de bataille avec le drapeau canadien. Au contraire, c'est une chose terrible. Il faudrait qu'il y ait moins de gens qui soient instrumentalisés par le gouvernement canadien dans des expéditions et dans des opérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt commun des Canadiens, souvent rien à voir non plus avec l'intérêt des populations où les guerres ont lieu. Et donc, il faut avoir une réflexion critique, ce qui, évidemment, est complètement gommé et complètement impossible, en fait, dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, qui ne sont, en fait, que des cérémonies tout à fait protocolaires de valorisation de la chose militaire et de la guerre et du sacrifice des soldats. Un soldat qui se sacrifie serait, par définition, un héros qu'il faut célébrer. Et célébrer la mémoire du héros qui se sacrifie, c'est évidemment encourager d'autres personnes à rentrer dans l'armée parce que c'est ça qu'on vend en même temps. Alors que moi, je dis qu'il faut plutôt déplorer, en fait, le sacrifice de ces gens qui sont pas tant des héros que des martyrs ou des gens qui ont été instrumentalisés à des fins qui les ont dépassés, malheureusement. Il y a quelque chose de quand même assez général dans les expériences militaires contemporaines. Ceux qui décident du déclenchement d'une guerre n'en subissent jamais les conséquences sur leur santé ou sur leur vie de famille. Voyez-vous la guerre comme le reflet par excellence des inégalités sociales à l'échelle mondiale? Bien, la guerre, en fait, la guerre telle que menée par les États libéraux, en tout cas, est évidemment en elle-même quelque chose d'organisé de façon inégalitaire, puisque l'armée dans les États libéraux est l'institution qui est la moins égalitaire et qui est en fait complètement en contradiction avec les principes libéraux d'individualité, de liberté, d'égalité et de responsabilité morale. Et vous avez vraiment là une chaîne de commandement qui va de la reine d'Angleterre, qui est la chef des armées, au ministre on appelle ça le ministère de la Défense, même si on n'est jamais attaqué, mais en tout cas le ministère de la Défense, au chef d'état-major. Et là, ça descend la chaîne de commandement. Et dans tout ça, en fait, chacun se déresponsabilise
de ses actes et fait porter la responsabilité soit la personne en haut, soit la personne en bas selon les situations. Mais en tout cas, tout le monde doit obéir. Et si vous n'obéissez pas, vous êtes évidemment puni. C'est un système coercitif. Et ce que vous faites au final, puisque vous êtes dans l'armée, c'est en fait un des actes, probablement l'acte moral le plus important qu'un être humain peut faire, c'est tuer d'autres êtres humains. Mais dans notre société, donc, tuer d'autres êtres humains, des étrangers, c'est géré par, en fait, justement, l'institution la moins égalitaire de notre société, qui est l'armée, où les individus, en principe, n'ont même pas, d'ailleurs, le droit de parole, et ils sont déchargés de leur responsabilité morale, de la responsabilité morale de leurs actes. Et donc, c'est donc une structure qui est totalement inégalitaire, l'armée, peut-être l'Église, qui est aussi inégalitaire, mais bon, ce qu'ils font est en tout cas, je dirais pas, c'est pas exactement le même type de fonction dans la société. Et effectivement, les gens qui prennent les décisions les plus importantes dans l'armée, qui sont en fait au final les politiciens, donc les chefs d'État qui décident de faire la guerre, que ce soit George Bush, que ce soit Jean Chrétien, eux, évidemment, ils ne font pas la guerre. Souvent, en fait, aussi, puisqu'il y a un clivage social dans qui se retrouve à faire la guerre, qui s'engage dans l'armée, il y a évidemment, en fait, un clivage aussi de classe, c'est-à-dire que généralement, les politiciens appartiennent à des classes plus privilégiées que les gens qui s'en vont sur le champ de bataille, qui vont faire la guerre. Et dans des sociétés où les clivages sont encore plus importants, comme aux États-Unis, par exemple, c'est encore plus marqué, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle le poverty draft, donc la conscription de la pauvreté ou la mobilisation de la pauvreté, c'est vraiment les communautés pauvres ou les communautés plus défavorisées économiquement qui se retrouvent en fait à penser que l'armée est un débouché économique intéressant. Et d'ailleurs, les agents de recrutement et aux États-Unis et au Canada visent spécifiquement des quartiers ou des régions ou des populations économiquement défavorisées en disant c'est là qu'on a le plus de chances de recruter. Donc oui, il y a vraiment la guerre dans la façon dont elle est menée par les sociétés libérales est une opération, est une activité, est un phénomène qui est complètement inégalitaire dans la machine qui fait la guerre, mais aussi qui reproduit, qui accentue et qui utilise en fait les inégalités dans nos sociétés. Puis après ça, bon, évidemment, il y a le rapport des inégalités internationales. Quand les États-Unis, qui est la plus grande puissance militaire, économique, culturelle au monde, qui déclare la guerre à l'Afghanistan, qui est un des pays les plus pauvres, évidemment, c'est un peu absurde. C'est comme si à une autre époque, on aurait pu attaquer Haïti. D'ailleurs, les États-Unis attaquent souvent Haïti, mais donc c'est vraiment c'est même pas David contre Goliath. Là, David là-dedans, il n'y a même pas de fronde. C'est vraiment comme on peut pas en fait trouver une plus grande inégalité. Et le paradoxe dans l'histoire de la guerre en Afghanistan, évidemment, le paradoxe, c'est que l'Occident, qui a une puissance militaire incroyablement forte, destructrice, meurtrière, semble incapable de vaincre le berger. C'est quand même quelque chose de curieux. Et je pense que le berger, en fait, qui a déjà vaincu l'URSS, qui était l'autre plus grande puissance au monde, qui a essayé de s'emparer du pays pendant 10 ans, se dit, bon, ben maintenant, c'est l'autre plus grande puissance, les États-Unis, mais on va encore attendre 10, 15, 20 ans, puis un jour, on va les battre, parce qu'en fait, malgré cette inégalité de fait, la guerre, de la façon dont elle est menée par le peuple afghan, est évidemment une guerre qui rend presque impossible une victoire pour des armées conventionnelles comme l'armée rouge à l'époque de l'URSS ou l'armée américaine et l'armée canadienne aujourd'hui. Parce que c'est une guerre de guérilla, et les guerres de guérilla, elles renversent un peu les rapports inégalitaires. L'intervention militaire en Afghanistan dit viser le développement d'une démocratie dans le pays, met sur la table le schéma de la guerre juste. Le thème de la guerre juste, c'est quand même un sujet assez populaire en sciences politiques. Deux choses. Avant de parler de la prétention de fonder une démocratie en Afghanistan, juste revenir sur cette notion de la guerre juste. Et donc, effectivement, en philosophie politique, donc ça peut être aussi dans les départements de philosophie ou en sciences politiques, quand il y a des discussions sur le sens de justice liée aux guerres, il y a cette théorie de la guerre juste. Et donc, la théorie de la guerre juste, elle peut être comprise comme une théorie qui offre en fait des outils d'analyse critique pour évaluer si une guerre est juste, ou elle peut être conçue comme finalement une théorie qui finalement justifie les guerres plutôt que les critiques. Et généralement, les théoriciens de la guerre juste vont penser
vont penser l'analyse de la guerre selon 3 critères. Donc, quelle est la cause de la guerre? Est-ce que la cause est juste? Est-ce qu'on mène une guerre de juste cause? Et généralement, on dira que la cause juste ultime, c'est la légitime défense. Si vous vous défendez, c'est juste. Ensuite, on dira il y a les moyens avec lesquels on mène une guerre. Est-ce que les moyens sont justes? Donc, peut-être que vous avez une cause juste, mais si vous faites simplement envoyer des bombes atomiques sur des populations civiles, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire la guerre, donc le moyen serait injuste. Et là, c'est tout donc les débats au sujet des types d'armes. Donc, les mines antipersonnelles, c'est pas bien. Les baïonnettes, à un moment donné, c'était pas bien. Les armes chimiques, c'était pas bien. Les bombes atomiques, c'est pas bien. Donc, il faut faire la guerre, mais en étant gentil, quoi. On tue, mais sans que ça fasse trop mal. Et finalement, il y a les effets. Donc, est-ce que les effets sont justes? Parce qu'évidemment, on peut avoir une bonne cause, on peut utiliser les bonnes armes, mais finalement, le résultat de ce qu'on fait est un désastre, parce qu'en fait, on crée plus de problèmes ou on ne résout pas le problème. Il faut quand même préciser que dans ces critères, dans ces 3 axes d'analyse, généralement, l'axe du milieu, qui est les moyens, est l'axe, en fait, le moins important dans la réflexion. Parce que souvent, en fait, on va constater que dans toutes les guerres qui sont menées, finalement, les troupes, ils utilisent toujours un peu des moyens qui sont pas tout à fait justes, mais on va écraser ce problème, ou on va le cacher, ou on va le secondariser par rapport à la cause. On trouve toujours une cause juste pour justifier la guerre qu'on fait. Évidemment, la guerre de nos ennemis est toujours une mauvaise cause, mais les guerres que nous on fait, on a toujours une bonne cause pour les faire. Et donc, oui, peut-être pas gentil parce que finalement on a lancé des bombes atomiques sur le Japon, mais c'était quand même une bonne guerre parce que finalement il y avait des bonnes raisons de faire la guerre au Japon. Donc on trouve toujours des bonnes raisons. Et en ce moment, par exemple, dans la guerre en Afghanistan, les moyens, selon les critères de la théorie de la guerre juste, les moyens utilisés par l'armée canadienne sont injustes selon les critères de la guerre juste et des moyens de la guerre juste. Pourquoi ils sont injustes? Parce qu'il y a un principe de proportionnalité qui devrait être respecté. Or, évidemment, il n'y a aucune proportionnalité entre les troupes rebelles afghanes et l'armée canadienne. L'armée canadienne a des drones, a des satellites, a des lunettes infrarouges, a des véhicules blindés, a des avions, a toute une panoplie d'armes. Les miliciens afghans, ils se promènent en pick-up. La plupart sont myopes à partir de 40 ans. Puis ils ont des kalachnikovs et un peu d'essence et des boulons pour faire des bombes, et c'est à peu près ça. Ils ont évidemment pas d'aviation, pas de drone, pas de satellite, pas d'armes infrarouges, etc. Et donc là, il y a une disproportionnalité complète, évidemment, au niveau des moyens. On peut faire des bombardements on peut lancer des missiles à 10 km et pas. Mais ça, évidemment, n'a aucune importance parce que donc, on arrive à la question de la cause et de l'effet. Et donc, la guerre, si on reprend ces axes de justification, elle sera dite par nos élites et par nos élites politiques, mais souvent aussi par nos élites médiatiques et par plusieurs membres de l'élite universitaire, c'est-à-dire les gens en études stratégiques qui ont théorie des relations internationales qui sont pour la guerre en Afghanistan ou qui pensent que c'est une bonne idée. La cause sera juste parce que il fallait défendre l'Occident après l'attaque du 11 septembre, ou parce qu'on émancipe les femmes, ou parce qu'on construit des écoles, ou parce qu'on établit la démocratie en Afghanistan. Et donc, l'effet aussi est juste parce que ça serait ça l'effet. Et donc là, on s'illusionne en pensant que c'est réellement ça que l'intervention militaire occidentale est en train de produire en Afghanistan, qu'on a vraiment en fait réussi à émanciper les femmes, qu'on est vraiment en train de construire des écoles, même si au Québec même, on n'est pas capable de construire l'îlot voyageurs, mais apparemment en Afghanistan, on s'est capable de construire des écoles, qu'on a vraiment en fait établi une démocratie en Afghanistan, alors qu'évidemment, à chaque année, les rapports des organisations des droits de la personne, les rapports de l'ONU, même les rapports de l'OTAN, et même de plus en plus en fait des commentaires des chefs d'état-major et des commandants des contingents britanniques, français, américains, canadiens, disent en fait la guerre en Afghanistan, c'est un fiasco. On a réussi à faire absolument rien de ce qu'on dit qu'on voulait faire ou qu'on fait. Les écoles, si on en construit une, c'est un miracle. Pendant ce temps-là, il y en a 10 qui sont détruites. Les femmes, dans la plus grande partie de l'Afghanistan, n'ont pas plus de droits de fait qu'avant. Les ministres, gouverneurs, chefs de guerre et chefs de police du gouvernement Karzai sont des individus complètement corrompus. Ils sont eux-mêmes misogynes, ils pratiquent eux-mêmes les mariages forcés,
Eux-mêmes trafiquent la drogue, eux-mêmes torturent des prisonniers. Et donc, on est loin de tout ce qui est le critère minimal pour définir une démocratie libérale. On considère qu'il y a eu, aux dernières élections en Afghanistan, 25% des bulletins électoraux étaient en fait des bulletins frauduleux. Donc, au Canada, il s'agit qu'il y ait 3 bulletins électoraux frauduleux dans une urne pour qu'on annule l'élection dans une circonscription. Là, on va à 25% dans l'ensemble du pays, mais on continue à dire, ouais, bon, ben, c'est la meilleure démocratie qu'on peut avoir, alors qu'évidemment, pour nous, évidemment, c'est même pas en dessous du critère minimal d'une démocratie. Donc, en fait, tout ce qui est la justification pour que cette guerre soit juste n'est que illusion ou mensonge, selon comment on le pense. M. Dupuy-Derry, dernière question sur votre livre. L'armée canadienne n'est pas l'armée du salut. En 1980, vous en parlez dans votre livre, en 1980, le gouvernement canadien décide de boycotter les Jeux olympiques de Moscou. Pourquoi cette décision? Oui, ça c'est J'avais fait le même exercice, sans parler des Olympiques, en fait, dans le premier livre que j'avais écrit sur la guerre en Afghanistan, qui s'appelle L'éthique du vampire, où j'avais fait un retour, en fait, sur les années 80, puisque je suis d'un âge auguste. Je me rappelle des années 80, j'étais en fait étudiant en sciences politiques à l'époque. À l'époque, donc, c'était l'Union soviétique qui était en Afghanistan. Et c'est un exercice merveilleux de voir comment, en fait, au Canada ou en Occident, on pensait la guerre en Afghanistan menée par l'URSS dans les années 80 et comment on la pense aujourd'hui quand elle est menée par nous. C'est absolument fantastique. Et évidemment, j'ai participé à ça. J'étais tout à fait convaincu que dans les années 80, évidemment, l'URSS était un pays envahisseur. Il avait envahi l'Afghanistan et les Moudjahidines, dont c'était les résistants afghans, étaient évidemment des héros et ils étaient représentés évidemment comme tels. On les avait toujours, en fait, aux nouvelles, au téléjournal, en fin de soirée. Ils revenaient, on les voyait qui descendaient une colline avec un coucher de soleil en souriant et on nous disait, après une longue journée de combat contre l'envahisseur soviétique, le courageux, le valeureux Moudjahidine retourne à son village et là, les journalistes disaient, oui, le peuple afghan vit vraiment des années terribles, etc. Et on était tous comme vraiment solidaires du peuple afghan. Personne nous disait, on nous parlait jamais des femmes afghanes, évidemment, ça avait absolument aucun intérêt pour l'Occident à l'époque. Et donc, c'est à notre tour d'être en Afghanistan. Et là, en fait, tout s'est renversé. C'est ça qui est fascinant, c'est que tout s'est renversé. Évidemment, maintenant, en fait, les talibans, ben, ils sont jamais souriants. Ils ont toujours l'air féroces. Ils doivent manger des enfants, je sais pas trop. Et c'est nos soldats, évidemment, qui sont les héros. Nous, on n'est pas des envahisseurs. On est des sauveurs. Et tout s'est vraiment renversé dans la rhétorique, dans la façon de présenter les choses, alors qu'évidemment, il y avait personne dans les années 80, à part peut-être quelques marxistes-léninistes pro-soviétiques de l'UQAM qui pensaient que l'URSS était réellement en Afghanistan pour sauver le peuple afghan à l'époque. Et pourtant, quand on entend des vétérans de l'armée rouge, donc des gens qui maintenant vivent par exemple au Canada, mais qui ont fait la guerre en Afghanistan dans l'armée soviétique, ils disent, à l'époque, dans les années 80, en URSS, on disait exactement la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement soviétique et l'armée soviétique et nous-mêmes, les soldats de l'armée rouge soviétique, nous pensions et nous disions que nous étions en Afghanistan parce que nous avions été invités par le gouvernement marxiste afghan. Il y avait un gouvernement marxiste afghan qui était en fait face à une rébellion. Donc, on avait été appelés à l'aide par le gouvernement afghan. Donc, nous étions légitimes d'être en Afghanistan parce que nous avions été appelés à l'aide. Nous étions là, en fait, pour protéger un gouvernement légitime contre des terroristes islamistes et contre l'islamisme qui avait des principes incompatibles avec le marxisme. Donc, l'islamisme était une idéologie qui avait des principes incompatibles avec le marxisme. Nous étions là, évidemment, pour protéger les petits propriétaires terriens et nous étions là pour émanciper les femmes. Les marxistes ont des principes juridiques, en tout cas d'émancipation des femmes. Et en Afghanistan, sous le régime marxiste afghan, dans les années 78, 79, 80, en fait, il y a des lois, des décrets qui sont passés au niveau de la loi du mariage, du divorce, etc., qui donnent en fait les droits aux femmes. Les femmes sont obligées d'aller à l'école, les femmes ont le droit de divorcer. Il y a des femmes dans l'armée afghane, il y a des femmes dans le gouvernement afghan marxiste à l'époque. C'était la même chose, c'était exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui, sans dire qu'on est marxiste, évidemment. Et donc, il y a les Jeux olympiques de Vancouver l'année dernière. Et là, c'est tout à fait merveilleux parce que, effectivement, le Canada, donc, 30 ans après les Jeux olympiques de Moscou, tient les Jeux olympiques à Vancouver. Et je suis retourné, donc, dans les journaux de l'époque, en 1980,
quand l'URSS vient juste d'envahir l'Afghanistan. Donc, l'URSS vient juste de rentrer en Afghanistan et c'est les Jeux olympiques à Moscou. Le gouvernement canadien, comme d'ailleurs plusieurs gouvernements occidentaux, appelle à un boycott des Jeux olympiques de Moscou parce qu'ils disent c'est inacceptable, en fait, que le gouvernement soviétique instrumentalise les Jeux olympiques de Moscou pour se donner une belle image au monde, pour dire qu'il est en fait un État sympathique où il fait bon vivre et où on peut mener des Jeux olympiques en pleine insouciance, alors qu'il est en train d'écraser le peuple afghan. Et donc, le gouvernement canadien à l'époque, conservateur, Joe Clark, puis libéral, a décidé en fait de boycotter les Jeux olympiques de Moscou, c'est-à-dire que les équipes canadiennes ne sont pas allées à Moscou. 30 ans plus tard, c'est le Canada, en fait, qui est militairement déployé en Afghanistan avec les États-Unis, et c'est le Canada qui accueille les Jeux olympiques. Et vous avez eu, en fait, des moments absolument fabuleux où, par exemple, à la finale, en fait, de hockey masculin dans les Jeux olympiques de Vancouver, ce qu'on nous a présenté à Radio-Canada, par exemple, qui présentait les Jeux olympiques, on nous a présenté, en fait, des images de soldats de l'armée canadienne à Kandahar qui regardaient le match du championnat de la finale de hockey. Donc, on a vraiment fait un arrimage entre l'armée canadienne en Afghanistan et la joie de regarder les Jeux olympiques à Vancouver, dont le hockey masculin, évidemment, et des joueurs de hockey qui, dans les années 80, ont boycotté, en fait, des compétitions sportives de hockey avec les Soviétiques à cause de la guerre en Afghanistan. Maintenant, depuis quelques années, en fait, sont ceux qui vont avec le ministère de la Guerre ou avec le ministère des Affaires étrangères ou avec le premier ministre dans les voyages à Kandahar pour visiter les soldats canadiens, pour leur apporter de l'équipement de hockey, pour jouer avec eux au hockey, pour les divertir. Et donc, vous avez des musiciens, vous avez des personnalités publiques et vous avez des joueurs de hockey, dont des joueurs de hockey canadiens qui, il y a 30 ans, en fait, disaient il faut boycotter l'Union soviétique parce qu'elle est en Afghanistan. Et donc là, c'est un retour de l'histoire absolument merveilleux. Vous avez aussi publié un livre aux éditions Éco-Société, Lacrymos, qu'est-ce qui fait pleurer les anarchistes? C'est un livre où vous avez fait plusieurs entrevues avec des manifestants altermondialistes un peu partout dans le monde. Et on présente souvent les anarchistes comme des adolescents en colère qui brûlent pour brûler et qui saccagent pour saccager. Est-ce que les anarchistes sont complètement dépourvus de tout projet de société? Rapidement, vous avez dit, c'est ça? On va essayer. C'est un défi que je vous lance. C'est un défi. Mais dites-nous. Oui, mais en fait, ça, c'est vraiment un projet connexe qui est vraiment, j'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai simplement enregistré des militants, militantes qui se disent anarchistes ici et en France. Et après ça, j'ai retranscrit. Donc, c'est des récits. Et la seule question que je leur posais, c'était, avez-vous déjà pleuré pour des raisons politiques? Et puis là, les personnes se lançaient, puis je les laissais parler. Et donc, l'objectif de ce petit livre, c'est justement de déconstruire un peu cette idée qu'on entend depuis, en tout cas probablement les manifestations de Seattle en 1999, le Sommet des Amériques en 2001, les manifestations contre le G20 à Toronto l'été 2010, que les gens qui sont identifiés ou qui s'identifient comme anarchistes sont des gens qui sont premièrement complètement dépolitisés, c'est des gens qui sont apolitiques et qui ne sont que motivés par une pulsion de colère brute, de rage irrationnelle, qui n'a qu'un objectif, en fait, qui est purement de se défouler en fracassant des vitrines, par exemple, ou en faisant brûler des voitures de la police, sans que ça n'ait aucun sens politique. Et donc ça, c'est à la fois les politiciens, évidemment, qui disent ça, évidemment les policiers, plusieurs journalistes, et même des porte-paroles, des représentants autoproclamés des mouvements sociaux, disons, plus institutionnalisés ou réformistes, comme les syndicats. Et donc, l'idée, c'était de prendre au sérieux cette idée que les activistes anarchistes sont effectivement animés d'émotions fortes, mais de montrer, en fait, ou de révéler que l'émotion n'est pas incompatible avec la raison, que l'émotion n'est pas incompatible avec la pensée politique et avec la volonté politique, et que, en fait, la volonté, la raison et l'analyse politique peuvent s'enraciner, se fonder dans une émotion forte, que ce soit une émotion de joie, une émotion de tristesse, une émotion de colère, une émotion de peur. Et donc, la question « Avez-vous déjà pleuré pour des raisons politiques ?» posée aux anarchistes, ça a ouvert la porte, en fait, à l'expression de ces émotions-là, toujours
en lien avec des récits qu'ils m'ont, à ce moment-là, racontés. Ils m'ont vraiment parlé de moments spécifiques. Ça pouvait être des manifestations, des moments où ils sont témoins, par exemple, d'expulsion, de répression et d'expulsion d'immigrants illégaux. Des fois, en fait, les larmes viennent parce qu'il y a une émotion liée à ce qu'ils considèrent comme, ce qui les touche comme étant une beauté de voir la solidarité des gens ou le courage des gens face à la répression. Homophobie, sexisme, la violence du sexisme ou de l'homophobie peuvent faire pleurer aussi des anarchistes. Donc, c'est ce que j'ai essayé de leur faire dire ou de leur faire exprimer. Et c'est quelque chose donc ça c'est vraiment du matériel, je dirais, comme brut. C'est vraiment la parole d'anarchistes qui explique pour quelles raisons ils ont pleuré. On pourrait faire ça évidemment avec d'autres idéologies politiques. C'est pas évidemment le propre à l'anarchisme de pleurer pour des raisons politiques. Les nationalistes peuvent pleurer pour des raisons politiques que les conservateurs, j'imagine, pleurent pour des raisons politiques. Harper a peut-être même déjà pleuré, j'en sais rien. Mais et donc voilà. Et donc mais c'est aussi en écho d'une certaine manière avec des réflexions, des problématiques développées en sciences sociales ou en sciences humaines depuis plusieurs années, entre autres par les féministes au sujet de l'importance de considérer les émotions ou la position des gens, ou même chez des spécialistes dans les mouvements sociaux en Europe et aux États-Unis qui en fait essayent de voir comment on peut ramener la question des émotions pour comprendre en fait les mobilisations des mouvements sociaux.